Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 49e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur la volonté de la Commission de poursuivre la simplification administrative, sur la stratégie de la Commission pour garantir l'approvisionnement des entreprises, sur l'enquête pour corruption visant le SEAE et le Collège d'Europe, sur l'interdiction d'importation du gaz russe et sur le plan de la Commission pour soutenir l'Ukraine. Dans le club des 27, Peter Maillard présente ses candidats aux législatives en Hongrie, les Bulgares manifestent contre le budget 2026, l'Eurovision subit une vague de boycott et la Lituanie tente de mettre l'audiovisuel public au pas. Et chez nos chers voisins, la visite de Steve Witkoff à Moscou ne fait pas progresser les pourparlers de paix et l'Ukraine revendique des attaques contre la flotte fantôme. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Affaires juridiques, la Commission entend bien poursuivre la simplification. Valdis Dombrovskis, le commissaire chargé de la simplification, l'assure, la Commission européenne est déterminée à poursuivre la simplification administrative au même rythme, même si la société civile s'inquiète de l'affaiblissement des normes sociales et environnementales. Une inquiétude légitime, puisque dans le domaine agricole, ce sont les mesures de durabilité qui sont écartées. En ce qui concerne le droit de vigilance, les obligations de publication de rapports sur l'impact environnemental et sociétal des entreprises a été supprimé. Côté technologique, on redoute que les pare-feux éthiques puissent être remis en cause. Pour les industries et les États membres, ce sont des victoires puisqu'ils demandaient de lever ce qu'ils considéraient comme des freins à la compétitivité des entreprises. A l'inverse, le Parlement européen, et notamment la gauche, regrettent que les textes du pacte vert soient vidés de leur substance. La médiatrice européenne a constaté quelques lacunes procédurales, notamment sur la justification de l'urgence à appliquer l'omnibus. Face à ces critiques, Valdis Dombrovskis réfute le terme de déréglementation, là où il y voit une plus grande efficience et une réduction des coûts. La Commission européenne a déjà proposé cette paquet omnibus, elle doit encore en présenter 3, sur l'automobile, sur les denrées alimentaires et sur les aliments pour animaux et sur l'environnement d'ici la fin de l'année. L'année 2026 s'annonce particulièrement focalisée sur l'industrie. L'omnibus a par ailleurs complètement renversé les relations avec les lobbies. La déréglementation est tellement rapide que les cabinets d'affaires publiques ont du mal à suivre et ouvrent des recrutements à tout va. Une accélération facilitée par l'élection européenne de 2024 et la victoire du PPE qui a fait de la compétitivité un enjeu central du mandat. Ils sont bien aidés par leur majorité alternative avec les extrêmes droites qui sont farouchement pro-business. Puis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a encore plus accéléré les choses. Désormais, ce sont les fonctionnaires qui demandent aux lobbyistes ce qu'ils veulent. Une situation qui inquiète particulièrement les ONG. Industrie. La Commission européenne dévoile sa proposition d'agence pour sécuriser son approvisionnement en matières premières stratégiques. Mercredi 3 décembre, le vice-président à la stratégie industrielle et commissaire à l'industrie, Stéphane Séjourné, présentait son plan Resource EU. Un plan largement inspiré des pratiques japonaises, puisque le pays du soleil levant est pauvre en matières premières stratégiques et a créé une agence qui a pour but de conclure des partenariats un peu partout dans le monde pour éviter une rupture d'approvisionnement causée par une trop grande dépendance à un seul acteur. Une pratique de gestion qui a réduit la dépendance du Japon à la Chine de 90% à 65%. Stéphane Séjourné a donc présenté sa proposition de création du Centre européen de matières critiques qui aura pour objet de centraliser les demandes des entreprises européennes
et de constituer des stocks de minerais critiques. Aujourd'hui, la Chine concentre 90% des moyens de raffinage mondiaux, ce qui la rend incontournable. Mais l'UE est en plein bras de fer commercial avec la Chine, qui n'a pas apprécié la surtaxe de ses voitures électriques. Et la dépendance concernant les terres rares chinoises touche particulièrement le secteur de la défense européenne, ce qui rendrait toute pénurie réellement critique pour la sécurité européenne. Un tel centre qui aura le contrôle des stocks de la manière la plus secrète qu'il soit permettrait d'éviter toute coercition commerciale. Stéphane Séjourné et Maroš Šefčovič se disent prêts à utiliser tous les instruments juridiques à leur disposition pour obliger les entreprises à se diversifier dans l'approvisionnement de leurs matières premières. La Commission européenne a déjà les moyens légaux d'obliger les entreprises à se diversifier. Dans la proposition de la Commission concernant ResourceEU, les entreprises devront informer leur conseil d'administration des mesures qu'elles prendront pour diversifier leurs approvisionnements et donner à la Commission européenne les moyens de vérifier si elles sont efficaces. Et si l'exécutif européen juge insuffisants les efforts de l'entreprise, elle pourra envisager une diversification obligatoire via un acte délégué, surtout dans les 2 prochaines années, pour les entreprises les plus menacées. Justice. Perquisition au SEAE et au Collège d'Europe pour des soupçons de marché public truqués. C'est un séisme qui a secoué Bruxelles et Bruges mardi 2 décembre à l'aube. Des policiers en civil ont débarqué à 7h30 au Service européen d'action extérieure, le SEAE, le service diplomatique de la Commission européenne, situé sur le rond-point Schuman, face au Berlaymont, le siège de la Commission, et au Collège d'Europe à Bruges. Le Collège d'Europe, école d'enseignement supérieur créée en 1949, est l'école qui forme les fonctionnaires et les diplomates européens, mais aussi de très nombreux acteurs de la bulle européenne. Une sorte d'ENA européen qui a vu l'ancien ministre des Affaires européennes français, Clément Beaune, ou l'actuelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en ressortir diplômée. Après une enquête administrative de l'Office de lutte antifraude concernant l'attribution de l'organisation de l'Académie diplomatique de l'UE au Collège d'Europe, l'Office a jugé suffisants les éléments pour transmettre l'enquête au bureau belge du parquet européen. En 2022, la Commission européenne, via le SEAE, souhaitait mettre en place un projet pilote concernant la création d'une académie diplomatique de l'Union européenne. Le SEAE a donc procédé à un appel d'offres. Un appel d'offres gagné par le Collège d'Europe à Bruges, dont la réputation dans le domaine n'est plus à faire. Mais ce qui retient l'attention des enquêteurs, c'est le fait que le collège ait acheté un bâtiment à 3,2 millions d'euros alors qu'il traversait des difficultés financières peu de temps avant l'appel d'offres. Or, dans l'appel d'offres, il fallait absolument que les candidats soient en capacité de loger les futurs diplomates, ce qui laisse penser que le collège savait par avance qu'il allait gagner en étant favorisé. Le parquet européen lance donc le volet pénal de l'enquête pour des soupçons de détournement de fonds européens, de favoritisme, de concurrence déloyale, de corruption et de conflit d'intérêts. L'école a perçu 654 000 euros suite à l'attribution du marché public en 2022. Le projet pilote a été officialisé en 2024, permettant au collège de recevoir 2 millions d'euros de subventions annuelles pour l'académie diplomatique. Lors des perquisitions, 3 personnes ont été placées en garde à vue. La rectrice du Collège d'Europe et de l'Académie diplomatique de l'UE, l'ancienne haute représentante aux affaires étrangères, Federica Mogherini, le codirecteur du Collège d'Europe chargé des formations et des projets, Cesare Zegretti, et l'actuel directeur de la Direction générale pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Golfe, Stefano Sannino. Federica Mogherini
est suspectée d'avoir organisé le trucage du marché public avec Stefano Sannino. Quand elle était ministre des Affaires étrangères italienne en 2014, elle l'avait nommé représentant permanent pour l'Italie auprès de l'UE. Par la suite, il a été nommé secrétaire général du SEAE, le poste administratif le plus important du SEAE, où il a officié entre 2021 et 2023. Il avait tout à fait les moyens de rendre l'appareil à son ancienne supérieure hiérarchique. Cesare Zegretti, lui, aurait été entendu parce qu'il aurait été au courant de la manœuvre sans l'avoir dénoncée. À la suite de leur garde à vue, les trois ont été inculpés mercredi, mais relâchés dans la foulée, car ne présentant pas de risque sérieux de fuite. Stefano Sannino a annoncé mercredi soir prendre sa retraite fin décembre pour ne pas entacher l'image de la commission. Federica Mogherini se disait sereine d'après son avocate, mais elle a tout de même démissionné jeudi après-midi pour elle aussi préserver l'image du Collège d'Europe. Même si ce n'est qu'un début d'enquête, l'extrême droite se frotte les mains d'une telle affaire qui lui permet de souligner son discours sur les élites bruxelloises corrompues. De son côté, la haute représentante actuelle, Kaja Kallas, assure que le SEAE travaille en toute transparence avec les services du parquet européen. Énergie. Accord interinstitutionnel pour interdire l'importation de gaz russe à partir de 2027. Dans la nuit de mardi à mercredi, les représentants des 27 et ceux du Parlement européen se sont mis d'accord pour l'interdiction d'importation du gaz russe à partir de septembre 2027. Reste que le Conseil et le Parlement européen devront désormais, chacun de leur côté, adopter le texte du compromis. En soi, c'est un réel compromis, puisque le Parlement européen se battait pour une interdiction dès 2026, alors que le Conseil poussait pour 2028. Ce compromis marche en plusieurs étapes. Tout d'abord, le gaz importé par gazoduc, dépendant de contrats à long terme, courait parfois pour encore plus d'une décennie. Son interdiction s'appliquera en septembre 2027, et si les États ne disposent pas de stocks suffisants, ils auront jusqu'au 1er novembre au plus tard. En ce qui concerne les contrats courts par gazoduc, l'interdiction démarrera le 17 juin 2026. Pour le gaz naturel liquéfié, l'interdiction des contrats longs s'appliquera dès le 1er janvier 2027. Pour les contrats courts de GNL, l'interdiction s'appliquera dès le 25 avril 2026. Pour casser leurs contrats de longue durée, les entreprises européennes pourront justifier d'un cas de force majeure, étant donné qu'ils ne maîtrisent pas les prises de décision européennes. La Commission européenne a usé d'un artifice législatif pour éviter le veto de la Hongrie et de la Slovaquie. Elle a fait une proposition législative plutôt qu'un paquet de sanctions, justifiant cette méthode par le peu de fiabilité commerciale de la Russie. Ce sera la fin de 57 ans de relations commerciales sur le gaz avec la Russie. En 2024, le GNL russe représentait encore 20% des importations dans l'UE, ce qui représentait 10 milliards d'euros versés à la Russie. En cas d'infraction à l'interdiction par les entreprises, les États membres pourront imposer comme sanction une amende de 40 millions d'euros, 300% de la valeur de la transaction ou 3,5% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Ce qui pose la question de la coopération de la Hongrie et de la Slovaquie sur le sujet. De plus, le compromis exige de la Commission européenne de faire des propositions pour l'interdiction d'achat de pétrole russe d'ici à fin 2027, ce qui pourrait encore plus affecter les deux pays. Viktor Orban a d'ores et déjà affirmé que la Hongrie poursuivra l'achat d'hydrocarbures russes. Aide à l'Ukraine. La Commission européenne propose un plan à 90 milliards d'euros. Depuis fin septembre, la Commission européenne tente de trouver une solution pour financer le budget ukrainien, dont les aides internationales arrivent à échéance début 2026. Dans un premier temps, la Commission européenne proposait de se servir des actifs russes gelés
est détenue par Euroclear, société internationale de dépôt d'obligations basée à Bruxelles. Mais pour l'instant, l'exécutif européen se heurte au refus de la Belgique, qui redoute les risques encourus en cas de saisie des avoirs. La Belgique a donné ses conditions pour accepter. Il faut que les risques soient partagés et garantis par les 27 et que les autres mobilisent aussi les avoirs gelés sur leur territoire. Lorsque le Premier ministre Bart de Wever a posé ces conditions au Conseil européen, il a bien senti qu'il n'obtenait pas le soutien de ses partenaires. La Commission européenne a formulé 2 options. Elle garde l'idée du prêt de réparation financé par les actifs gelés russes qu'elle ne veut pas saisir mais emprunter pour financer l'effort ukrainien en espérant que l'Ukraine gagne et rembourse avec les réparations payées par la Russie. L'autre option est celle de l'emprunt commun porté par l'UE au nom des 27. Comme pour le plan de relance européen, cela permettrait d'avoir un emprunt avec un taux avantageux qui évite de surcharger les économies nationales. Mais dans ce cas, on passerait de 140 milliards à 90 milliards d'euros sur 2 ans. Un emprunt qui serait contraint par la fin du cadre financier pluriannuel actuel qui se termine fin 2027. Cela couvrirait les 2/3 des besoins de l'Ukraine jusqu'en 2027. Il faudra des aides des autres partenaires internationaux de l'Ukraine pour boucler le budget des 2 prochaines années, à hauteur de 45 milliards d'euros. La solution de l'emprunt est risquée et devra être votée par les 27, ce qui risque d'être compliqué puisqu'il faudra l'unanimité et que la Hongrie a posé plusieurs fois son veto lors de précédents paquets de sanctions et votes d'aide à l'Ukraine. Passons désormais au club des 27. Hongrie, le parti Tisza mise sur des néophytes pour les législatives. Cela fait plus d'1 an que le parti de Péter Mayer, ancien cadre du Fidesz, devenu dissident, caracole en tête des sondages avec son parti Tisza, plutôt classé au centre-droit. Le parti a procédé à des primaires dans les 106 circonscriptions de Hongrie. Des profils pour la plupart néophytes que Maillard considère comme les acteurs d'un changement de régime. Vendredi 28 novembre, Maillard a déclaré être convaincu que ses candidats se battraient avec une large avance contre les candidats d'Orban. Excès de confiance ou est-il sûr de ses forces ? Il faut dire que depuis des années, les autres partis d'opposition s'écharpaient pour récupérer le leadership contre Orban, sans ligne claire et incapable de rassurer un électorat qui ne voyait aucune alternative à Orban. Le choix de cibler directement des profils novices en politique est en lien direct avec sa cible sociologique, la classe moyenne supérieure, qui est aujourd'hui déçue du bilan du Fidesz, notamment sur le plan économique, que l'on attribue à la corruption et au copinage dans l'entourage du Premier ministre. La plupart sont des cadres, des personnes issues de professions libérales, avec 1/3 de femmes dans un pays qui ne compte que 15% de femmes députées. Les primaires ont eu lieu sur Internet, des affrontements sans réelle campagne avec des candidats présélectionnés par le parti, ce qui interroge sur l'opacité du processus de sélection interne. Lors des législatives de 2022, l'union de l'opposition avait perdu énormément de temps à construire un programme, fruit d'un compromis tellement large qu'il devait être négocié point par point, rendant illisible le programme. Tisza profite de la perte de crédibilité de l'opposition et se place en alternative unique à Orban, à tel point que beaucoup de partis ne franchissent pas le seuil des 5% pour entrer au Parlement pour le moment, ce qui pousse certains partis à renoncer à une candidature face au candidat de Tisza. L'opposition n'en fait plus une question d'idée, mais seulement de défaite d'Orban. Maillard reste foncièrement conservateur, il veut poursuivre la politique anti-immigration du Premier ministre actuel, refuse d'envoyer des armes à l'Ukraine et veut continuer d'acheter du pétrole et du gaz à Moscou. Ce qui l'en différencie, c'est le fonctionnement des institutions,
pour lesquels il promet un retour à une démocratie fonctionnelle. Signe de la fébrilité du parti au pouvoir, le Fidesz a poussé des accusations de violence conjugale envers deux anciennes compagnes de Maillard, à l'accuser de corruption ou encore d'exhibition en plein Parlement européen et a demandé la levée de son immunité parlementaire au Parlement européen. Bulgarie, manifestation contre le budget 2026 et la corruption. Lundi 1er décembre, des dizaines de milliers de personnes manifestaient contre le gouvernement et son projet de budget pour 2026. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre après que des manifestants aient ciblé le parti Mouvement des droits et des libertés, le DPS, qui soutient le gouvernement mené par le GERB, dont le bureau a lui aussi été visé. C'est la deuxième fois que les Bulgares défilent dans la capitale après mercredi 26 novembre. Ils considèrent que le projet de budget présenté ne fera que renforcer la corruption. Les manifestants appellent à la démission de ce qu'ils qualifient de mafia au pouvoir. Les manifestants contestent le projet de hausse massive des impôts. Le président Rumen Radev a réagi en demandant l'arrêt des violences et en demandant la démission du gouvernement et la convocation d'élections anticipées. Une revendication reprise par le parti centriste, le PPDB, désormais dans l'opposition et qui avait gagné du terrain en 2020 lors des manifestations contre Boyko Borisov, le Premier ministre de l'époque, accusé lui aussi de corruption. Le gouvernement a la possibilité d'amender le projet et a promis de revenir par exemple sur l'augmentation des cotisations sociales. Le projet de budget a été retiré mardi malgré la tentative de forcing des députés de la coalition au pouvoir. De nouvelles manifestations sont prévues ce lundi 8 décembre. Mais il y a une figure qui cristallise toutes les colères, c'est celle de Delian Peevski, le leader du DPS. Le DPS est le parti qui représente les minorités turques et roms, mais dont la tare la plus grande est d'être un des plus grands bénéficiaires du système de corruption. À tel point que Delian Peevski a été mis sous sanction américaine en 2021 pour s'être livré à des actes de corruption. Les manifestants le considèrent comme celui qui tire les ficelles d'un gouvernement de pantins, une coalition fragile qui ne tient que grâce à des petits partis. Élu député en 2009 pour la première fois, il a constamment été réélu depuis sous l'étiquette DPS. Oligarque dont la richesse est opaque, il s'est toujours retrouvé en position de faiseur de roi. Depuis octobre 2024, son parti, qui dispose de 29 députés, participe à la coalition menée par Rosen Jeliaskov. Il est réputé avoir du poids dans les médias et la justice d'après les ONG anticorruption bulgares. Loin de se démonter, Peevski accuse ses opposants de racisme. La justice semble impuissante et ne parvient pas à le poursuivre, faute de moyens. Peevski surfe sur des politiques clientélistes vis-à-vis des minorités les plus précaires. Même s'il se définit comme pro-occidental et fervent soutien à l'Ukraine, le retour de Trump à la Maison-Blanche le pousse à s'aligner sur les obsessions du président américain, notamment en permettant la création d'une commission d'enquête sur les activités de George Soros en Bulgarie, dans l'optique de faire lever les sanctions qu'il frappe. C'est certainement aussi pour s'attaquer à la société civile dans son entièreté. Eurovision. Israël autorisé à concourir, plusieurs États boycotteront le concours. Les membres de l'Union européenne de radio-télévision ont voté jeudi 4 décembre en faveur de nouvelles règles. L'édition 2025 avait été entachée d'une vague de votes suspects en faveur d'Israël qui lui a permis de figurer en haut du tableau malgré un vote des délégations largement en sa défaveur. Les nouvelles règles sont censées éviter qu'un tel scénario ne se reproduise et permet donc la participation d'Israël. Reste que les diffuseurs doivent annoncer leur participation ou non à l'Eurovision fin décembre. La radio-télévision espagnole a annoncé son retrait pour 2026.
Elle a été suivie par Avrotros aux Pays-Bas, RTE en Irlande et RTV SLO en Slovénie. Le diffuseur islandais RUV et la RTBF en Belgique envisagent aussi le boycott. Ils évoquent tous des incompatibilités de valeurs avec la participation israélienne, évoquant un deux poids deux mesures entre Israël et la Russie. Le diffuseur autrichien ORF se félicite de la participation de KAN, le diffuseur israélien, à l'Eurovision à Vienne. La France défend la présence israélienne et refuse toute censure. France Télévisions sera présent au concours 2026. Lituanie. L'extrême droite veut s'attaquer à la télévision publique. Le parti d'extrême droite Aube du Yémen, membre de la coalition gouvernementale, a déposé un amendement au Parlement lituanien qui remet en cause l'indépendance des médias publics. En réponse, la LRT, la radio-télévision lituanienne, le groupe audiovisuel public lituanien, met en place des minutes de silence à l'antenne et entrecoupe ses programmes de reportage sur la liberté de la presse et d'interview avec leurs homologues hongrois, polonais ou slovaques qui ont connu ou connaissent actuellement la mainmise de leur gouvernement sur l'information. Les journalistes et syndicats de l'ART appellent à une manifestation mardi 9 décembre devant la Seima, le Parlement lituanien. L'amendement du président d'Aube du Yémen, Remigijus Žemaitaitis, a été adopté en première lecture le 27 novembre. Il propose de simplifier le licenciement du directeur général de la LRT. Il est nommé par le conseil d'administration composé de 4 membres nommés par le président, 4 membres par le Parlement, 2 pour la majorité et 2 pour l'opposition, et 4 membres de la société civile. L'amendement propose de passer de la majorité des 2 tiers à une majorité simple avec un vote à bulletin secret. Un amendement perçu clairement comme une menace par les syndicats du groupe public qui craignent une mise au pas de LRT. Un amendement qui se double d'un gel du budget de la LRT pour les 3 prochaines années à 79,6 millions d'euros. Depuis la formation de la nouvelle coalition entre socialistes, Aube du Yémen et les écologistes du centre, depuis remplacé par un autre parti conservateur, l'audiovisuel public est dans le viseur du pouvoir, qui demande des audits sur la neutralité politique du groupe et sur sa santé financière. Aucune des conclusions n'est alarmante, mais ça n'empêche pas la majorité de réduire ses moyens et de tenter de le mettre sous tutelle. Ce qui choque, c'est à quel point les sociodémocrates participent activement à cette campagne pour salir la LRT. Ce serait une vengeance après que LRT ait poussé l'ancien Premier ministre Gintautas Paluckas à la démission après la diffusion d'une enquête l'impliquant dans des faits de corruption. Depuis le 26 novembre, 120 000 personnes ont signé une pétition contre la prise de contrôle politique de LRT. L'amendement pourrait entrer en infraction avec le droit européen et le règlement européen sur la liberté des médias, entré en vigueur le 8 août 2025. Le vote, prévu le 11 décembre à la Chambre, a été repoussé sur demande d'élus d'opposition qui demandent un examen de l'amendement par des experts. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Russie. Une visite de Steve Witkoff infructueuse au Kremlin. Mardi 2 décembre, le négociateur des États-Unis, Steve Witkoff, a rencontré Vladimir Poutine et ses conseillers pour discuter d'un futur plan de paix. Le week-end précédent, une délégation ukrainienne s'est rendue en Floride pour discuter avec le secrétaire d'État Marco Rubio en présence de Steve Witkoff qui doit jouer le rôle de médiateur. Un médiateur qui semble très proche de l'administration russe, puisque sa discussion avec le conseiller de Vladimir Poutine, Yuri Utchakov, a fuité dans la presse. Steve Witkoff aurait donné les moyens de convaincre Trump d'adopter le point de vue russe dans les négociations, ce qui a débouché sur la présentation du plan de paix américain, qui n'était qu'un vulgaire copier-coller
des revendications du Kremlin. C'est aussi parce que les États-Unis espèrent mettre fin au plus vite au conflit pour pouvoir investir en Russie. L'Ukraine, de son côté, refuse de discuter de l'abandon de terres ukrainiennes, surtout que la Russie revendique des territoires qu'elle n'a pas réussi à conquérir militairement. Finalement, lors de la rencontre avec la délégation ukrainienne, Marco Rubio assure que les États-Unis veulent une Ukraine souveraine et indépendante. Mardi 2 décembre, à Moscou, la réunion entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine n'a pas avancé sur les négociations de paix. Le beau-fils du président Trump, Jared Kushner, l'accompagnait. La veille de la rencontre, Vladimir Poutine annonçait la prise de Pokrovsk, affublé d'un treillis militaire, une prise niée par la partie ukrainienne. Un effet de communication pour mettre la pression sur les négociateurs américains pour qu'ils se dépêchent à faire des concessions à la Russie. La rencontre a permis une chose, de constater encore une fois les lignes rouges et revendications maximalistes de la Russie. La Russie veut la reconnaissance des territoires annexés, dont l'entièreté du Donbass, une partie de la région de Kherson et une partie de la région de Zaporijia, et que cette annexion soit reconnue par les États-Unis et l'Union européenne. À cela s'ajoute la limitation de l'armée ukrainienne à 100 000 soldats et l'interdiction pour l'Ukraine de détenir des missiles à longue portée. Malgré 5 heures de discussion, le sommet n'accouche de rien de concret. Il n'y a même pas eu de conférence de presse conjointe à l'issue de la rencontre. Même si de chaque côté on se félicite d'avancées positives, il n'y a aucun élément qui a été mentionné pour dire dans quel sens allaient ces progrès. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord sur les territoires. Mais Vladimir Poutine s'est fendu d'une déclaration détonnante avant même les pourparlers avec la délégation américaine. Il indique que la Russie ne veut pas entrer en guerre avec les puissances européennes, mais qu'elle est prête à se battre si l'Europe voulait un conflit direct. Il accuse les Européens d'empêcher les Américains d'aboutir à un accord de paix en voulant pousser absolument pour la coalition des volontaires. Une déclaration qui n'est pas sans rappeler le discours du chef du Kremlin avant l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Comme lors des précédents pourparlers, la Russie n'a pas cessé les bombardements et les affrontements en Ukraine. Ukraine. Le pays revendique plusieurs frappes contre la flotte fantôme. Depuis quelques mois, la stratégie ukrainienne est de s'attaquer au principal revenu de la Russie, le pétrole. Cette stratégie s'est d'abord largement axée sur le bombardement de raffineries, visées à l'aide de drones principalement, permettant de réduire de près de 40% les moyens de raffinage russes. Cependant, la Russie a des stocks et elle tente de les exporter dans le monde via sa flotte fantôme, une flotte de cargos sous pavillon étranger qui participe au transport de pétrole brut vers des raffineries à l'étranger. Lundi 1er décembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé une escalade inquiétante après une attaque de drones sous-marins contre 2 pétroliers à proximité des côtes turques, tous les deux sous pavillon gambien, le Kairos et le Virat. Ils se dirigeaient tous les deux vers Novorossiysk pour faire le plein des cuves. Le Kairos a été touché vendredi 28 novembre au soir, à environ 50 km des côtes turques. Les cuves étaient vides. Les autorités turques ont secouru les 25 membres d'équipage. Pour le Virat, il a été touché par 2 fois, le vendredi soir puis le samedi matin, à 65 km des côtes turques. Les 2 frappes de drones sous-marins de type Sea Baby ont été revendiquées par l'Ukraine. Jeudi 27 novembre, vers 23h45, c'est au large du Sénégal qu'un navire de la flotte fantôme a été frappé. Le pétrolier, le Mersin, sous pavillon panaméen mais propriété d'un armateur turc, est frappé par un drone sous-marin. 4 explosions ont été constatées. Le bateau mouillait depuis 2 mois à cet endroit, ce qui en faisait une cible facile. Il transportait 39 000 tonnes de pétrole. Les 22 membres d'équipage, en majorité turcs, ont été secourus.
Les autorités sénégalaises, même si elles ont déclenché le plan d'urgence de pollution marine, indiquent que le risque de marée noire est minime. Cette attaque n'a pas été revendiquée par l'Ukraine, mais en porte des signes. Mardi 2 novembre, rebelote, un autre navire a été touché à 130 km des côtes turques, le Mid-Volga 2, chargé d'huile de tournesol, qui faisait route vers la Géorgie. Cette attaque a été niée par l'Ukraine. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, accuse l'Ukraine de vouloir saboter les pourparlers de paix. Mercredi 3 décembre, la Roumanie annonce avoir abattu un drone sous-marin ukrainien au large de ses côtes, craignant pour les populations côtières. La Russie a répliqué en multipliant les bombardements contre les ports ukrainiens et menace de bloquer l'accès à la mer de l'Ukraine. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 49e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.